l'objectif pour moi, c'est pas de dire aux gens quoi faire puis de corriger les devoirs de ceux qui ont parlé ou pas. C'est de donner un peu certaines règles de conduite qu'on doit respecter quand on traite avec une ville, quand on traite avec les fonctionnaires d'une ville, quand on traite avec les entreprises, et d'expliquer ce que j'ai pu faire avec d'autres et qui a fonctionné. Il a été aussi professeur invité à l'Université Laval. Il a travaillé notamment comme activités d'enseignement et de recherche de l'École supérieure d'aménagement du territoire et du développement régional. Donc, il a eu une vue globale sur ces grandes questions, notamment, et d'autres départements, géographie, sciences politiques, membre du gouvernement du Québec de 1970 à 1976 comme ministre, notamment loisirs, jeunesse et sport, communication, fonction publique et affaires culturelles. Il a été délégué général du Québec en Belgique de 1981 à 84, consul honoraire à Québec de 84 à 88, donc élu à la mairie de Québec en 89 jusqu'en 2005, et plusieurs distinctions et titres prestigieux, docteur honoris causa en droit de l'Université Montesquieu, commandeur de l'ordre de la Pléiade, ce qui est l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Bref, il y en aurait beaucoup, mais je m'en voudrais d'occuper ce temps, alors que ce sera plus intéressant de l'entendre lui. Et je vous rappelle de remplir les questions du cahier du participant. Vous savez, ces questions qu'on vous posait, qui apparaissaient à l'écran, il y en a plusieurs autres, ces certaines sont en blanc. Ce serait intéressant de les avoir pour qu'on puisse compiler l'ensemble de vos impressions et perceptions sur les grands enjeux de la région. Et sans plus tarder, Maître Jean-Paul Lallier. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour traiter de mon expérience en vie politique et en particulier en vie politique municipale. Je dois vous dire pour la petite histoire que ma région d'origine n'est pas Québec, mais c'est la grande région, toute la ville de montagne, parce que je suis né à Hudson, où mes parents ont vécu 3 ans, donc je ne me souviens pas de ce séjour. J'y suis retourné à l'occasion, j'ai revu des lieux avec mon père qui me disait ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est le comptoir pour M. X, qui faisait des fêtes, des choses comme ça. Et j'ai été député du comté de Deux-Montagnes, donc c'est juste au bord du lac. Et j'ai développé finalement un sentiment d'appartenance générale par rapport à toute la région ouest du Québec. Ma famille vient de Saint-Augustin, pas de Desmaures, mais de Saint-Augustin de Deux-Montagnes aussi. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe sur un territoire, même si on n'y est pas attaché. On y est attaché sentimentalement d'une certaine façon, même si on n'y est pas impliqué, quand c'est un territoire qui a vu notre famille se développer. Je dois dire qu'à ce moment-ci de ma journée, maintenant que je suis retiré de la politique, pas retraité de la vie active, c'est le moment où je fais la sieste. Donc, je ne serais pas fâché si vous faites la même chose. Et le temps qu'on me donne pour parler est un temps qui vous oblige à écouter et qui peut en amener un certain nombre à pencher la tête. Je ne prendrai pas ça comme une approbation.
Vous êtes réunis, vous vous réunissez pour essayer de définir ensemble un certain nombre de choix. Moi, je vais vous parler sous l'angle de la politique municipale. Le rôle d'un maire, avec son conseil municipal, c'est de prendre des décisions. C'est ce qu'on fait. Le rôle du maire en particulier, c'est un rôle de surveillance générale de l'administration. Mais le maire n'est pas le directeur général. Ce n'est pas lui qui est le chef de l'administration de la ville. Il a un directeur général qui, lui, a sous sa responsabilité un nombre important, plus ou moins important selon la ville, de fonctionnaires. Dans toutes les disciplines, transport, urbanisme, développement économique, etc. Quand on est maire d'une ville, surtout sur un territoire comme le vôtre, quand on est dans une MRC comme le vôtre, quand on est dans une zone à forte pression de développement, dont la population est, on l'a dit tout à l'heure, plus jeune que la moyenne au Québec, on est soumis à une pression formidable. Les gens veulent faire les choses de leur façon. Donc, la responsabilité des élus, c'est d'établir des règles du jeu qui sont connues, dont on connaît les origines et qui guident le développement qui doit se faire. Les élus, quand ils sont élus, ne sont pas élus pour leurs compétences en gestion, ne sont pas élus parce qu'ils sont ingénieurs ou entrepreneurs ou avocats ou notaires. Ils sont élus parce que les gens leur font confiance. Le mot clé en politique, on le voit tous les jours quand on regarde la télévision, c'est la confiance. Et quand un élu se place sur une tribune, il fait son discours et il dit à la population, faites-moi confiance. La confiance, c'est quelque chose qu'on accorde à quelqu'un, mais qui, dès le lendemain où on l'a accordé, fait que ce quelqu'un doit la mériter. Parce que ce sera la grave déception, quelles que soient les causes, et à ce moment-là, les élus ne pourront pas faire leur travail. Cette confiance se mérite à la condition qu'elle conduise à des orientations dont les origines viennent essentiellement de l'écoute de la population sous tous ces aspects de la population. Les gens d'affaires, les gens de l'organisation, les professionnels, tout. Une ville, une MRC, est là pour servir les citoyens. Qu'est-ce que les citoyens veulent? La première règle de la communication politique, c'est pas de faire un discours, c'est d'écouter. C'est l'écoute. Écoutez les gens, et comme vous l'avez fait aujourd'hui, écoutez la ville, telle qu'elle se présente. Je parle de la ville parce que c'est de ça que j'ai connu. Le Québec était aussi une MRC, mais on ne fonctionnait pas dans le cadre de la MRC comme telle. On était membre de la FQM et de l'UMQ, mais c'est la ville. Donc, quand je parle de ville, je parle de l'ensemble de ce que vous avez comme territoire et comme organisation. Les élus ont le devoir, même s'ils ne sont pas élus pour leur compétences de gestionnaire, ou peut-être qu'ils le sont, ont le devoir de respecter chaque étape de la prise de décision. Le conseil municipal, ultimement, sur la base des conseils qui sont donnés par ses fonctionnaires et sur la base de ce que la population voudrait qu'il se fasse sur le territoire. On doit fuir l'improvisation. On ne doit pas se placer dans la position où n'importe quel développeur, n'importe quel promoteur peut, parce qu'il perçoit que vous ne connaissez pas vos orientations, venir vous demander, ici, un bout de terrain, là, un zonage modifié, parce que vous ne savez pas où vous allez. La deuxième règle, c'est les règles qui gèrent la fonction politique, sont des règles qui doivent être connues, qui doivent être respectées, et qui doivent être, avant d'être respectées, être respectables, donc applicables. Elles doivent être connues par les fonctionnaires, par les élus, par la population. Mais, avec tout ça, là, si on ne sait pas où on s'en va, on tourne en rond. Si vous embarquez sur un voilier, sur le lac de montagne, vous ne savez pas où vous allez, puis le vent se lève, vous ne savez pas où aller non plus.
Si vous montez dans un avion, vous ne connaissez pas la destination, que vous êtes pilote, bonne chance. Les choix se font intuitivement au niveau des élus, souvent au niveau de la population, en écoutant des groupes, en regardant quelles sont les valeurs qui animent la jeunesse et cette population jeune que vous avez doit être respectée. C'est elle qu'il faut écouter en particulier. Ils veulent quoi pour l'avenir? Pas des caprices. Ils veulent participer au développement. Ils veulent être intégrés dans leur ville. Ils veulent être fiers de leur territoire. La planification, c'est la mise en ordre des choses que l'on veut faire pour atteindre certains objectifs, mais dans le cadre d'une vision plus générale de la ville. Vers quoi cette ville s'en va? Et j'arrive ici, cette distinction nette entre les fonctionnaires et les élus m'apparaît très importante. Il faut que les élus la respectent et que les fonctionnaires la respectent. Mais un maire ou un conseiller municipal qui a envie de gérer au quotidien la ville, qui saute par-dessus les services municipaux et qui s'en va sur le terrain faire des choses, pendant qu'il est sur le terrain à régler des choses qui normalement sont faites par sa fonction publique, il n'y a pas de maire qui en s'en va à l'hôtellerie. Alors, s'il n'y a pas de maire dans le siège du maire parce que le maire est devenu son propre fonctionnaire, il ne faut pas se surprendre que des gens dans l'administration disent bien, s'il n'y a pas de maire, on va prendre les décisions à sa place, et là, le déséquilibre se fait. Les décisions sont prises par le conseil municipal, par le maire, sur la base de règlements qui sont passés et qui, eux, sont proposés, suggérés, analysés par les fonctionnaires. On n'est pas obligé de faire ce qu'ils nous disent. On doit, moi, l'écouter attentivement et avoir de bonnes raisons de ne pas le faire. Le leadership en politique, ça se manifeste régulièrement. C'est des gens qui, ayant une vision de ce qu'ils veulent faire, vont tout faire pour la partager avec la population. La partager, ça veut dire la communiquer, ça veut dire identifier des personnes qui sont prêtes à accompagner dans cette direction-là les élus et les preneurs de décision. Le leadership, ce n'est pas l'autorité. Celui qui est maire a l'autorité, mais il a aussi, quand ça arrive, le leadership. L'autorité lui est donnée pour le temps qu'il est maire. Il peut s'en servir pour donner des coups de bâton partout, pour imposer son point de vue. Ça ne dure pas habituellement très longtemps. Le leadership cherche à associer les gens, la population, les groupes. Ça ne veut pas dire chercher l'unanimité, mais quand on a suffisamment d'informations pour prendre une décision, on la prend. Il faut aussi faire en sorte que cette décision s'appuie sur des consultations, des groupes intéressés. Jamais faire de bébé dans le dos de la population. Jamais prendre des décisions que les gens vont uniquement apprendre dans le journal en disant le conseil qui a décidé ça. Ça se peut que les gens ne suivent pas l'évolution du conseil municipal. Ça se peut que l'information ne les rejoigne pas. Ça devient leur problème. Mais en même temps, le défi, le devoir d'un élu, c'est de partager ces orientations. L'intérêt de la population varie selon que vous êtes engagé, très engagé, selon que vous avez des intérêts sur le territoire. Ça varie. Vous avez le droit de les manifester. Vous n'avez pas le droit de les imposer. Et vous n'avez surtout pas le droit d'acheter vos chemins vers le succès économique. Et c'est là qu'on fait une distinction. C'est là que deviennent utiles ceux qui nous conseillent dans des organisations comme le CLD, comme les urbanistes le font, comme les ingénieurs le font. Le succès vient du fait que quand on a ces conseils, on peut savoir où est-ce qu'on s'en va et prendre une décision. Ça me paraît fort important, ça, de ne jamais oublier ça. Le rôle de l'élu, aussi, c'est de voir un peu plus loin. L'élu est payé pour monter sur le buton et regarder au loin qu'est-ce qui s'en vient, comme vous l'avez fait aujourd'hui, comme vous le faites aujourd'hui. Chacun peut avoir son point de vue différent. Chacun peut avoir des perspectives différentes. C'est normal. Parce que si je regarde devant moi, je peux plaider qu'il y a une ouverture par laquelle le soleil passe en arrière. Tous ceux qui me regardent peuvent dire non, c'est pas vrai. Moi, j'en vois pas. Moi, j'en vois une. Si on se met à chicaner là-dessus, on a tous les deux raison, on s'en va nulle part. L'important, c'est de faire en sorte que si on dégage une orientation générale pour sa ville, on la partage, on la fasse respecter, puis qu'on la fasse respecter rigoureusement.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mobilité possible dans les choix. Ça veut dire qu'ils doivent être débattus, ajustés aux besoins et ne pas nécessairement se découper en rondelles de 4 ans. Un projet d'orientation pour le développement d'un territoire, ça se fait sur plusieurs années. Les gens me parlent souvent de ce qu'on a fait dans le quartier Saint-Roch à Québec. On va vous en dire 2 mots. C'était le défi que l'on avait parce qu'on s'en allait vers le 400e anniversaire de la ville de Québec et on avait au cœur de la ville un énorme problème de développement. Le vieux centre-ville, sur la rue Saint-Joseph, sur le boulevard Charest, etc., avait été dynamité, si je peux dire, par les centres commerciaux en périphérie. Et donc, les commerces mouraient les uns après les autres. Et souvent, les gens qui restaient dans le quartier pour y habiter étaient des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. C'est un méchant problème dans une ville qui est fière et qui veut célébrer 4 siècles d'histoire. Donc, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose dans Saint-Roch. Et on s'est penché sur la question avec nos conseillers. Il y avait des universitaires, il y avait tous les gens qui se sont intéressés. Et on s'est aperçu, en écoutant bien la ville, qu'on ne pouvait pas combattre le centre d'achat par un autre centre d'achat. On en avait déjà suffisamment avec une population qui était globalement dans la région à peu près toujours la même, qui n'augmentait pas substantiellement et qui vieillissait. Mais un centre-ville qui décrépissait, qui était en décrépitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas combattre le centre d'achat par le centre d'achat? C'était notre point de vue. Ce n'était pas le point de vue de celui qui était mon opposant à l'élection. On a plaidé ça à la population et on s'est dit, bien, on va essayer d'avoir comme développement du centre-ville un retour à ce qu'était le centre-ville. Pas un retour historique, passéiste, mais un retour à la réalité des choses. Le centre-ville était là, c'était là que les affaires se passaient. On va rétablir les contacts. Des rues qui ont été fermées par la construction du bail, qui, à mon avis, devaient être démolies, et on l'a plaidé, et on a pris le temps, au moment de le démolir, de s'assurer que tous ceux qui en avaient fait un lieu de séjour qui leur permettait de se chauffer en hiver et de se rafraîchir à l'air climatisé en été parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire autre chose, soient respectés. On ne pouvait pas tout simplement vider les gens qui étaient mal pris du mail, et vous allez jouer ailleurs. On essayer d'aller jouer dans d'autres quartiers de la ville. Mais le but, c'était de faire en sorte que la ville, dans son ensemble, respecte aussi ces gens-là. Et on a convenu avec les autorités de la paroisse Saint-Roch que le sous-sol de l'église, qui est une immense salle, soit reconverti pour permettre à ces gens-là d'aller pratiquer les activités qui les intéressaient. Et c'est à ces conditions-là qu'on les a déplacés ailleurs de Val-Mer. Ça, c'est un aspect. Il y a plusieurs aspects comme ça dont on peut parler. La population ne croyait pas qu'on pouvait faire quelque chose dans Saint-Roch. Ça avait été essayé à plusieurs reprises. En arrivant à l'hôtel de ville, avec les élus qui m'accompagnaient, on a dit on ne fera pas l'erreur de vouloir faire un centre d'achat. On s'est engagé à ne pas le faire. Parce que ce n'est pas un centre d'achat, il faut qu'il y ait d'autres activités. Il faut que tu identifies des gens qui sont prêts à aller dans une autre direction. La règle qui m'a toujours guidé, moi, me vient en fait de mon père qui était boulanger et qui faisait des pains. Et pour lui, sa fierté, c'est de faire un pain qui avait du bon sens. Un pain qui était impeccable. Il était fier de ça, il avait raison. Et il disait, papa disait, fais toujours le pain que tu sais faire le mieux, le meilleur. Donc, applique ça à une ville, fais toujours ce que la ville est fondamentalement, est-ce qu'elle fait de meilleur. Si on écoute la ville, les gens nous disaient par rapport à Québec, la ville est une ville qui est belle, une ville historique, elle est propre, elle est sécuritaire. La réponse était là. Il faut faire plus que ça. Et belle, tu peux l'embellir. Elle est propre, tu vas la faire encore plus propre. Tu vas nettoyer tes rues 1 heure avant le matin. Quand les gens se lèvent, il n'y a pas de papier qui traîne autour du château Frontenac. Elle est sécuritaire. Assure-toi que pendant les événements, il y a une surveillance en civil qui permet aux gens de se sentir en sécurité parce qu'ils ne voient pas un policier à chaque coin de rue, mais ils savent qu'il y en a. Et les policiers à qui on demandait de faire ce travail en civil, dans la communauté, déambulaient comme des touristes. Ils étaient équipés, non pas pour intervenir avec un revolver, ils étaient équipés avec un cellulaire pour
pouvoir appeler du renfort en uniforme s'il y avait besoin de ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une attitude qu'il faut développer par rapport au développement. C'est une attitude qui fait que, à des endroits sur le territoire, on peut faire de la croissance. À d'autres, il faut se concentrer sur le développement. C'est pas en ajoutant des espaces construits dans des zones particulièrement chères au sens de, pas chères à l'argent, mais importantes, qu'on va avancer. C'est pas en faisant n'importe où, n'importe quoi. Il faut respecter le territoire. Et on a l'impression ici qu'on en a beaucoup de territoires, dans toutes les régions du Québec. Et voilà, on n'en a pas tant que ça. Et il faut donc le développer en harmonie, en symbiose, en synergie les uns avec les autres. Il faut que les élus expliquent leur vision du développement, ce pourquoi ils ont été élus, qu'ils proposent ce qu'ils entendent faire, qu'ils convainquent les gens d'affaires de les écouter et de respecter ces règles-là. Et il faut aussi que les fonctionnaires aillent dans le sens proposé, et que dans le sens proposé, on trouve la consultation. La consultation, moi j'ai toujours été un adepte de la consultation, mais ça ne veut pas dire mourir au bout de son sang jusqu'à temps qu'on ait convaincu le dernier grognon qui ne veut pas que les choses se fassent. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, écouter suffisamment longtemps pour se faire une idée, comme élu. Puis une fois qu'on s'est fait une idée, prendre une décision, puis s'il faut attacher sa ceinture parce que ça va brasser, puis ça brasse, et ça va dans ce moment. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut se connaître. Il faut connaître qui on est. Pas juste son secteur, pas juste son petit morceau, mais vu d'ensemble. Et moi, je fais toujours l'image de Google Earth quand vous allez sur Internet et que vous voyez la planète. Que vous vous mettez à zoomer, vous descendez, puis vous pouvez aller jusque dans votre courbe de résistance, presque voir la plaque de votre voiture. C'est un peu ça qu'on va faire. C'est quoi l'économie mondiale actuellement? Pas parce qu'on a géré ça, parce qu'il faut savoir ce que c'est. Les élus ont ce devoir de connaître les choses. Ils ont le devoir de connaître, ils ont le devoir de choisir, et ils ont la responsabilité d'agir. C'est ça le courage d'agir. C'est pas se placer en attente de projets qui viennent, qui s'installent n'importe où, qui peuvent à court terme apporter des taxes et qui vont coûter à moyen et à long terme beaucoup plus cher que ce qu'ils vont apporter. On a mis des fusions à Québec. Il y a des gens qui nous ont reproché, de l'administration dont j'étais, de ne pas s'occuper des anciennes villes de banlieue. On s'est dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et là, ce qu'ils nous demandaient, c'était de faire tout ce que les anciennes villes n'avaient pas fait pour eux. Parce qu'ils voulaient garder les comptes de taxes bas. Ça coûte cher à faire une ville. Il y a un prix à payer pour ça. Il faut équilibrer les choses. Le compte de taxes à Québec, pendant les 16 années où j'ai été maire, c'est pas pour me vanter, mais pour vous dire que le préjugé est là. On a embelli la ville, on a fait des parcs, on a fait des jardins, on a fait tout ça. Puis que ça, c'est de la décoration. Ben voilà, c'est un investissement de développement. Un tiers de ce qui s'est fait là a été payé par la ville, l'autre tiers a été payé par le privé, qui s'est installé à des endroits, puis l'autre tiers a été payé par des programmes réguliers du gouvernement. Ça nous a donné des investissements importants parce qu'on percevait des taxes sur 2 tiers de tout ça, y compris sur des choses qui étaient des choses du gouvernement. Ça, c'est très important de se souvenir de ça. Sinon, encore une fois, on se gagne et on se dirige dans toutes les directions. On pense qu'il faut que toute la population soit d'accord et marche derrière nous. C'est pas vrai. Au conseil municipal, quand tout va bien, il n'y a personne. Quand ça va mal, les gens viennent pour chialer, il faut accepter que c'est comme ça. À Québec, dans les bons moments, on avait 60 personnes au conseil municipal, parce qu'il n'y avait pas de problème comme tel. Quand il y avait un problème, ça débordait sur le trottoir à volonté de l'île. Il fallait mettre des policiers pour encadrer les manifestations. Ça arrivait. Il faut respecter ça aussi. Il faut respecter que les gens ont le droit de s'exprimer et se demander si, quand ils sont obligés de faire ça, c'est parce qu'on n'a pas écouté complètement ce qu'ils nous disaient au bon moment. Peut-être. On n'est pas là pour faire des procès, on est là pour faire avancer les choses. Le territoire,
C'est de ça dont on parle ici. Qu'est-ce qu'on veut faire sur notre territoire ici? Il faut le connaître. Le connaître, c'est-à-dire quel est le potentiel qu'on a. Et vous avez merveilleusement illustré, par exemple, quand vous avez parlé de la zone de transport, du lieu de convergence, c'est une des forces que d'autres n'ont pas. Et il faut le développer comme ça. Il faut faire ces choses-là, j'imagine. Nous, à Québec, quand les gens nous disaient la ville est belle, la ville est historique, on amplifiait les choses qu'on avait, on essayait pas de faire des choses nouvelles, uniquement pour changer. Et quand on sculpte ce qui est déjà beau, c'est encore plus beau. Quand on fait du développement économique, qui n'est pas uniquement de la croissance, et du vrai développement, c'est-à-dire de l'équilibre entre les fonctions résidentielles, les fonctions commerciales, les fonctions d'affaires, on en arrive à avoir un milieu de vie qui fait la fierté des gens. Je pense que les gens cherchent, ont besoin d'être fiers de ce qui se passe chez eux. Quand je suis arrivé ce matin ici, j'ai vu le chapiteau, j'ai posé des questions, évidemment. Alors, je suis très fier de voir ça ici. J'aurais aimé mettre le grappin sur quelque chose comme ça à Québec. Mais ils ne l'ont pas faire. Ils sont venus nous voir. Ils sont pas venus nous voir. Par contre, on a eu le Cirque du Soleil à un moment donné où l'administration antérieure avait décidé que le Cirque du Soleil ne pouvait plus s'installer au Vieux-Port et qu'il leur fallait payer l'électricité et l'eau. C'était une erreur de ne pas garder le Cirque du Soleil. Madame Boucher, qui était la mairesse de Sainte-Foy, a dit « Moi, je l'accueille, le Cirque du Soleil à Sainte-Foy, ça ne coûtera rien. » Et j'étais un peu humilié de voir que l'administration s'était entêtée à vouloir faire quelques dollars sur le Cirque du Soleil, alors que c'est un ambassadeur formidable d'une ville. Juste pour faire le tour, j'avais parlé avec les gens du Cirque du Soleil, et on était en campagne électorale, à peu près, à la mairie, et j'avais obtenu que le Cirque du Soleil mette à la disposition du maire sortant 2 billets à sa convenance gratuits pour aller voir le Cirque du Soleil à Sainte-Foy. Il n'avait pas aimé ça beaucoup. Mais en même temps, tu dis, le pouvoir use. Effectivement, on s'entête, on s'obstine. On ne fait pas les choses qu'on devrait faire toujours. Si on tourne autour de la responsabilité que vous avez ici aujourd'hui, c'est bien sûr de vous rencontrer, de faire du mariage, mais de faire l'effort qui, espérons-le, sera permanent. De reconnaître que vous avez à votre service des gens capables d'encadrer le développement, capables de proposer à la région des avenues, des orientations qui correspondent à ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, encore une fois, ce n'est pas nécessairement ce qui va vous servir à court terme à vous, mais ce qui doit être fait, c'est ce qui doit correspondre à ce que l'avenir de l'ensemble de la région soit. On ne peut pas fonctionner tout seul dans son coin, et les municipalités qui ont l'autonomie doivent comprendre que leur avenir est dans le mariage, dans beaucoup de services entre elles. C'est important qu'on sache ce que la ville de Côté fait. On vit cependant dans un système, là je m'adresse en particulier aux élus qui sont ici, qui le savent avec moi, on vit dans un système fiscal qui est dépassé, qui pouvait faire l'affaire il y a 25 ans, mais qui aujourd'hui est dépassé. Parce qu'on demande aux villes d'assumer de plus en plus de responsabilités dans tous les domaines. L'accueil de l'immigration, les services de communication, etc. Et on leur demande de payer ça avec la taxe foncière, qui n'est pas faite pour ça. La taxe foncière est faite pour qu'on s'occupe de la sécurité, de la protection de la propriété des citoyens, et puis qu'on fasse un développement normal. Et toutes les autres charges que les gouvernements nous ont, au fil des années, pelleté sur les épaules, et que souvent on a été fiers d'accueillir parce qu'il y avait un petit bout de subvention qui allait avec ça, toutes ces charges-là deviennent lourdes à porter, et les gens disent on ne peut pas payer 2 fois pour la même chose. Parce que les élus municipaux sont coincés, ils sont l'étage du bas du building, puis il y a 2 étages de gouvernement par-dessus, à l'intérieur desquels il y a je ne sais pas combien de silos indépendants les uns des autres, qu'elles ne sont pas concurrents, qui pèsent avec leurs contraintes sur la ville et le territoire local et qui veulent faire à votre place qui est votre travail. Les élus le savent, de plus en plus le constatent et s'aperçoivent que c'est en allant dans une orientation générale acceptable de tout le monde que le développement va se faire
plutôt que la simple croissance. Je vous parlais de la lumière qui vient en arrière, puis ici, que vous ne voyez pas. C'est une règle de communication en politique fort importante. Les gens pensent toujours que leur perception des choses est la vérité. En ce mot, ce que les gens pensent vrai a toujours pour eux les conséquences de la vérité. Si les gens pensent que telle situation est à corriger, que ce soit vrai ou non, ils vont continuer à plaider pour qu'on la corrige. Donc, on a le devoir ou de leur fournir l'information, pour dire qu'ils sont en erreur, pour pas de leur tromper ça, de leur pelleter ça sur la tête comme un voyage de gravier, ou de corriger la situation. Il y a un proverbe africain que je trouve bien intéressant. J'ai vécu 3 ans au Maroc il y a déjà plusieurs années, dans les années 60, et j'étais dans un centre de recherche en développement, détaché de l'université, avant de revenir au gouvernement du Québec. Il y a un proverbe africain qui dit, ça c'est important, qui s'applique partout. Ce que tu veux faire pour moi, si tu le fais sans moi, tu risques de le faire contre moi. Pensez-y. Pensez à toutes les décisions que vous prenez. Ayez toujours cette mesure en tête. Est-ce que je le fais pour les citoyens? Oui. Est-ce que je les ai associés à ça? Pas toujours. Est-ce qu'il y a des façons de le faire? Oui. C'est plus fatigant. Parce que la démocratie, c'est bien fatigant. C'est toujours plus facile de se promener avec le bâton. Le bâton électrique, quand c'est possible. Ou avec le poivre de Cayenne. Mais la démocratie, c'est de permettre aux citoyens de s'approprier leur ville dans le respect de ceux qu'elles ont élus pour diriger la caravane, si vous voulez. Il y a encore plein de notes, mais je suis traumatisé par l'heure, toujours. Mais combien? Pas 20 minutes, non, c'est 20 minutes. C'est OK, on négocie pour 10. J'ai parlé de Saint-Roch, je vais y revenir, parce que je ne veux pas parler rien de ça, mais en même temps, c'est ce que je connais le mieux. Quand on a choisi de réhabiliter le quartier Saint-Roch, c'était un choix politique. Un choix politique volontaire, un choix politique qu'on avait bien clairement en tête comme parti politique municipal, et on savait où est-ce qu'on voulait aller. On ne savait pas toujours comment on irait, on savait où est-ce qu'on voulait aller. On a commencé par chercher des subventions au gouvernement pour nous aider à dire c'est la capitale, c'est le 400e, et ils nous ont répondu si on le fait pour vous autres, on devrait le faire pour tout le monde. Et là, je leur avais dit, faites une règle. Tous ceux qui ont 4 siècles d'existence auront droit au programme. Je me dit non, je suis allé là. Et mon interlocuteur au gouvernement à ce moment-là, c'était un certain Gérald Tremblay, qui était maire de Montréal, et qui me proposait plutôt un parc industriel dans une zone éloignée, plutôt que de réhabiliter le parc Saint-Malo, qui était le plus vieux parc industriel au cœur de la ville et qui avait été construit à l'occasion de la guerre. On faisait des munitions. Donc, on avait passé le chapeau, on n'avait pas le sou. Première chose qu'on a décidé de faire, on va analyser les programmes réguliers. Il devait y avoir des programmes réguliers qui faisaient notre affaire, on a mis du monde là-dessus. On s'est retrouvé avec une liste de programmes réguliers qui sont des applications de telle façon, ça. Et on a mis de l'ordre dans nos demandes. Puis là, on a commencé à recevoir de l'aide, pas parce qu'ils voulaient nous aider, parce qu'on faisait application sur un de leurs programmes, puis qu'ils ne pouvaient pas nous refuser. Est arrivé le programme des infrastructures, qui est un arnaque considérable pour les élus municipaux, les 3 tiers, 1 tiers payé par le fédéral, 2 tiers par le provincial, 1 tiers par les taxes municipales. Et là, on était prêts. On s'était préparé. Quand le programme est arrivé, on a fait application sur tout à l'intérieur de ce qu'on avait droit, qui se concentrait sur le centre-ville à Québec. Au point que le ministre Ryan, le ministre de la municipale, au téléphone en disant j'ai des plaintes des députés qui disent que vous n'en laissez pas dans le comté de Vanier, dans le comté Intel, dans le comté Intel. Je dis, monsieur le ministre, vous nous avez dit à toutes les municipalités qu'on avait une enveloppe de budget par catégorie et que c'était à nous d'en faire la distribution, de savoir comment le dépenser. C'est ça qu'on a fait. Ah, mais si vous avez une raison, correct, c'est bon. Vous nous a laissé faire. Ce n'était pas des subventions spéciales. Là, on a eu de l'argent pour refaire les rues en profondeur. On a décidé
pour bien montrer qu'on était là pour rester et que l'embellissement de la ville était une de nos priorités, de créer de toutes pièces un jardin qui s'appelle le Jardin Saint-Roch, à l'endroit le plus laid du quartier, qui avait été l'objet de démolition d'immeubles, etc., et qui était devenu, même pas, parce que c'est défendu, un stationnement illégal sur le gravier. C'est là qu'on disait on ferait un jardin. On voulait amener l'école d'administration au centre-ville. On voulait convaincre le gouvernement d'agir dans le sens qui nous favorisait aussi. Faire un jardin, commencer par un jardin, ce serait comme si vous décidez de construire une maison, avant même d'avoir fait la fondation, vous faites le paysage. Les gens raisonnaient comme ça, comme il y avait tard, c'est une perception, ça. Ils disaient, ils sont fous, ils sont complètement fous. Puis un journaliste qui m'avait dit dans une réseau de conférence de presse, on dit que vous êtes toute une gang de pelleteux de nuages, mon parti. Et il y avait dans la salle quelqu'un que vous connaissez, parce que vous l'avez écouté à la télévision, Paul Hébert, comédien. C'est un groupe du monde culturel qu'on avait réuni. Et Paul Hébert avait dit, monsieur, en s'adressant au journaliste, si un jour vous voulez voir un peu de soleil, il faut pelleter quelques nuages. Et ça nous avait encouragé comme formule, parce que c'est ça qu'on voulait faire. C'était aussi simple que ça, mais aussi complexe que ça. Donc, au lieu de faire un parc au centre, puis de faire comme on fait avec les sujets traditionnels de la ville, planter des petits arbres en attendant qu'ils poussent, il y en a deux qui meurent, tu es en place, puis là tu te retrouves avec un frère qui ne fait pas ce que tu veux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour agir. On a décidé de faire construire un jardin par des professionnels de la construction de jardin, des assistants, des ingénieurs. On est allé en appel d'offres et on a planté les plus gros arbres qu'eux pouvaient planter. On est allé en appel d'offres pour les arbres, etc. Et ça a été le Jardin Saint-Roch, qui est complètement alimenté en sous-sol par une canalisation d'eau complexe et qui nourrit les arbres et les arbustes par en dessous. Donc, si vous allez vous promener là, vous ne risquez pas de vous faire arroser par des balançoires d'eau pour que le jardin sèche. Et il s'est développé très vite parce qu'on a fait très gros. Ceux qui connaissent, il y a une cascade d'eau qui descend de la haute ville, de la basse ville, qui tombe dans un bassin. Une cascade tout à fait artificielle. C'est des pompes de piscine qui font remonter l'eau, qui tombe dans le bassin, qui remonte, qui retourne dans le bassin. Pourquoi faire ça? Parce que c'est beau. Le bassin permettait aux gens qui se promènent dans le quartier l'été de se déchausser et de se mettre les pieds dans l'eau. Ce que beaucoup ne voulaient pas. Hey, c'est pas peur, etc. Regarde, c'est pas que tes pieds à toi, mais on les laisse faire, les gens se réfléchissent un peu comme ça se fait en Europe, ces choses-là. Et ce lien-là, ce lien d'eau, fait un bruit de fontaine, de cascade, avec comme message que c'est un lien entre la Haute-Ville et la Basse-Ville. Parce qu'à Québec, c'était deux choses différentes, la Basse-Ville et la Haute-Ville. Ce lien-là existait. Les gens l'ont vu dans la Basse-Ville. On a posé des petits gestes comme mettre des lampadaires identiques dans Saint-Roch, autour du jardin, que ceux qu'on a sur la terrasse du frein. C'est pas rien. Sur la terrasse du frein, c'est supposé être le plus beau à Québec. Je me suis dit, pourquoi les gens de Saint-Roch n'auraient pas voir ça aussi? C'est un message fort pour les gens de Saint-Roch. Et quand ils ont vu apparaître les lampadaires terrasse du frein en bas, ils étaient contents, ils étaient fiers. On a eu des programmes d'aide dans les programmes de plantation de fleurs, etc., où les gens pouvaient participer, des concours, maisons fleuries, et tout. Ça a marché. Quand tu fais quelque chose de beau quelque part, tu vas te faire copier à côté. Alors, quand les citoyens gagnaient des prix parce qu'ils avaient embelli leur territoire, on savait que ce serait copié à côté et on donnait des plans. Quelqu'un nous dit à un moment donné, vous allez vous faire voler vos fleurs au Jardin Saint-Roch. Moi, comment j'ai réagi juste tu veux, quand tu te fais voler nos fleurs, vous ne fallait pas penser à ça. La directrice de l'environnement me dit, oui, ça peut arriver, mais on a prévu 25% de surplus. Parce que les gens qui vont voler les fleurs, s'il y en a, c'est pas pour les manger, c'est pour les planter chez eux. C'est pas bête, hein? Puis on voulait ça, qu'ils les plantent chez eux. Alors, c'est formidable. Voler des fleurs, allez-y. Ça a duré 6 mois, et ça s'est stabilisé. On a passé à peu près notre 25%, puis ça s'est arrêté. Ça continue. Construire un jardin comme ça, créer un point d'attraction fort dans un centre-ville, dans son centre-ville, basé sur l'embellissement, basé sur le respect des citoyens, parce que pendant les 25 ans qui ont précédé, on n'avait pas fait grand-chose pour
faire les trottoirs. Quand les trottoirs étaient réparés, on les réparait en asphalte. Les dames en particulier vont savoir que sur un trottoir en asphalte, quand il fait 35 degrés, tu as des gens qui se laissent ton talon de soulier. Parce qu'ils sont blancs là-dedans. On a arrêté de faire des trottoirs en asphalte. On a dit on va réparer les trottoirs avec du béton, puis on ne les laissera pas traîner, on va le faire. On a arrêté de faire dans les vieux quartiers des bordures de trottoirs en ciment. On les a fait en granit parce qu'on a vu sur l'orage, les camions passaient, puis le vidange de livraison marchait sur la bordure, l'écrasait, et la bordure de béton disparaissait. En granit, c'est plus délicat. Le granit est plus dur, et les camions, même s'ils passent dessus, ça résiste. On peut multiplier les choses. Tout ça pour vous dire qu'il faut un certain courage, mais pas tant que ça, pour faire ça. Il faut surtout avoir une vision de ce qu'on veut faire pendant qu'on est là, avec qui on veut le faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Et là, on s'aperçoit que le milieu économique, les chambres de commerce en particulier, sont toujours plutôt réticents à des opérations de pelletage de ménage. Je les comprends, on peut pelleter ça ailleurs aussi. Comprennent que c'est rentable de faire ça pour une ville. C'est rentable d'avoir un centre-ville qui est beau, d'avoir un centre-ville qui est attirant, dans une ville qui est une ville naturellement touristique. Et c'est pour ça que pendant 16 ans, les gens m'ont demandé de rester là avec mon équipe. Et c'est ce que j'ai fait. On est resté là. Je devais partir au bout de 12 ans. Ça avait été convenu avec mon épouse, des négociations difficiles. Ça avait été convenu de faire comme la montagne et Pelletier. Ils ont fait chacun 12 ans, mais moi j'avais dit je vais faire la même chose. Jusqu'à ce que Mme Boucher, qui a été la féroce opposante aux fusions, mairesse de Sainte-Foy, déclare à un moment donné je suis candidate aux prochaines élections municipales pour la Ville de Québec pour défaire les fusions. Mais là, j'ai dit non, on a assez travaillé là-dessus, on avait assez bonnes raisons, et j'ai dit dans un moment un peu intempestif, elle va me trouver sur son chemin. Ma femme a pris ça comme une déclaration de candidature à l'élection, mes amis aussi. J'ai été coincé dans mon propre piège. J'ai aimé ça beaucoup, mais je n'ai pas aimé faire le débat de référendum sur fusion, diffusion, ça c'est une erreur. Il faut faire les choses ensemble. Il faut le faire pour qu'on se développe ensemble. Et une des choses qui m'anime actuellement, c'est d'essayer de convaincre, via notamment le niveau des municipalités et la FQM, de demander au gouvernement de changer ses lois pour sortir des règles du mur à mur. Toujours la même chose pour tout le monde, tout le temps, partout en même temps. Ça ne peut pas marcher. Les villes sont différentes, les populations sont différentes. À Montréal, quand il y a eu des fusions, je parlais avec Peter Crane, qui était un ami, qui est un homme que je respecte beaucoup. Et j'ai essayé de le convaincre d'embarquer dans la nouvelle ville, même si ce n'est pas mes affaires. Je voulais que ça réussisse. Tout ce qui se passe de bien à Montréal, c'est dans notre avantage. Tout ce qui se passe de bien ici, c'est à l'avantage de Montréal. Tout ce qui se passe de bien dans la capitale, c'est à l'avantage de tout le monde. On est liés, on n'est pas aussi bien que ça comme territoire, comme population. Je disais à Peter Crane, pourquoi t'en vas pas? Il lui percevait que les fusions avaient comme objectif de tout normaliser. Vous allez nous enlever notre bibliothèque, vous allez nous enlever ci, vous allez nous enlever ça, pour que ce soit partout pareil. J'ai réfléchi à ça, j'ai regardé ce qui nous était proposé par le ministère. Je dois dire qu'il n'y avait pas complètement tort, parce que les fonctionnaires des affaires municipales travaillent souvent comme ça. Pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, pas parce qu'ils sont de mauvaise volonté, parce que c'est plus facile d'avoir un règlement one size fits all, comme on disait à l'armée. Je n'étais pas officier à l'armée, donc j'ai connu ça. Il y avait deux grandeurs, trop grand ou trop petit. C'est vrai que c'était la grandeur à trois. Finalement, tout ça pour vous dire que l'exercice auquel vous êtes conviés aujourd'hui est un exercice qui devrait vous mener loin si vous acceptez la complémentarité, si vous acceptez de passer par-dessus le fait que les villes sont condamnées par la fiscalité actuelle à la concurrence, que les villes sont, pour faire des sous, pour garder un compte de taxe raisonnable, doivent aller chercher le développement de telle chose, de telle chose, de telle chose, au détriment souvent de la ville voisine. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner dans l'avenir.
Une ville devrait être récompensée sur le plan fiscal par son succès, non pas de croissance, mais de développement. C'est là-dessus que ça devrait être basé. Alors, la fiscalité est au cœur de vos défis, est au cœur de vos problèmes. Vous avez un territoire absolument extraordinaire. C'est sûr qu'il y a une autoroute qui coupe en deux. Mais il y a moyen, si vous regardez les plans qui sont sur les tables de dessin de la MRC, du CLD, il y a moyen de trouver des développements qui sont presque compatibles avec ça. C'est-à-dire que si vous mettez de l'habitation collée sur l'autoroute, vous allez avoir des méchants problèmes, comme il y en a partout, l'habitation est collée sur l'autoroute. Si vous avez des tampons qui sont des édifices d'affaires ou autre chose, dans ce moment-là, vous limitez le dégât. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'il faut faire en sorte que ceux dont c'est le métier, dont c'est la profession, vous donnent les conseils que vous sollicitez, que vous les entendiez, que vous les écoutiez, que vous preniez ensuite vos décisions. Ça veut dire vous, je parle des élus, des gens d'affaires qui ont le devoir de comprendre la ville, d'en connaître les orientations, des orientations qui sont respectées par la ville elle-même, pour essayer d'agir dans le même sens. Et là, vous allez converger vers le développement. Vous vous éloignez à l'occasion de la croissance, même si celle-là sera au rendez-vous. Elle se fera dans un ordre coordonné, dans un ordre intelligent, et vous aurez utilisé le maximum des ressources humaines dont vous avez besoin pour le faire, sans passer par-dessus le fait que rien n'est facile, tout est difficile, puis que c'est pour ça finalement que vous êtes élu, parce que les gens ont pensé que vous étiez capable de relever le défi, de faire le difficile pour la ville et de le faire en respect pour toutes les composantes. Là, je vais faire comme il s'appelle le gars de la télévision Mesmer, je vous dis qu'au compte de 3, vous pouvez vous réveiller. 1, 2, 3. Monsieur Laguier, je suis désolé, vous n'avez pas de talent, vous avez réveillé personne parce que personne ne s'est endormi. Par contre, vous avez fait preuve de courage, et c'était le thème de cette allocution de l'heure du midi. Merci beaucoup. Pardon? Ah, tu donnes votre cahier? Oui. Voilà. J'ai conservé au hasard, pas évident de résumer, mais je vais simplement revenir avec quelques mots forts, très rapidement. Vous avez parlé de leadership, et je pense que dans le monde municipal, on sait à quel point c'est important. Vous avez aussi parlé d'acceptabilité, en précisant que l'acceptabilité, ça ne veut pas dire l'unanimité. À un moment donné, il va falloir s'en rendre compte qu'on ne peut pas avoir tout le monde d'accord, mais qu'il faut voir un peu plus loin, voir ce qui s'en vient et le faire partager. Partager et montrer ce que la ville peut faire de meilleur. Que le développement, c'est une attitude avant même que d'être une stratégie. Et qu'il y a une question de complémentarité, surtout dans une région, mais je note que vous avez aussi remarqué le potentiel de cette région comme zone de convergence, et ça va nous revenir à quelques reprises dans la courant de la journée de l'après-midi.